tonnerre d'applaudissements pour Greg Provost. Expert en comptable. Jolie présentation. Merci. Merci. Ah oui, top. Merci. Merci Fred pour l'introduction. Ouais, je m'appelle Grégory Prouvost, je suis expert comptable, commissaire aux comptes. En général, tout le monde baisse les yeux, ça plombe l'ambiance. Mais je vais essayer de relever un peu vos yeux vers le haut. Merci. Et j'ai une présentation à vous proposer. Ce que je vais vous proposer, c'est ce que moi je fais pour moi. C'est ce que je propose de faire aux entrepreneurs que j'accompagne. Dans le BTP, j'ai à peu près 10% de mon portefeuille dans le BTP, mais j'accompagne tous les secteurs d'activité. Et donc, je vais vous partager ce que je fais, moi. C'est peut-être un peu chelou parfois, mais l'idée, c'est de vous peut-être vous ouvrir l'esprit sur autre chose. En tout cas, comment se libérer de la pression fiscale et en se récompensant. Ça fait rêver, non? Allez, c'est parti. On a 45 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Je vais essayer de gratter un petit peu de temps, on va voir. Mais j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Je vous propose de garder un peu vos questions pour la fin. Et de toute façon, j'assure la SAV jusqu'à la fin de la journée ou demain. Voilà. Il n'y a pas de souci. Je suis à disposition. Allez. Donc moi, je vois trop souvent des entrepreneurs qui me disent supporter trop d'impôts. Je pense que c'est votre cas. Et c'est pas normal. C'est pas normal parce qu'en France, celui qui subit la fiscalité, c'est le salarié. Il va demander toujours plus de salaire et il va toujours payer plus d'impôts. Alors que l'entrepreneur, lui, il va pouvoir ajuster son impôt. Et même, je dirais, choisir son impôt. Donc, si on est entrepreneur, à partir d'aujourd'hui, on ne doit plus, à partir de cette présentation, j'espère que ça va faire un petit électrochoc, ça va vous donner des idées pour que vous ne puissiez plus sentir ou subir cette fiscalité. Parce que pour moi, la France, c'est un paradis fiscal pour les entrepreneurs. Mais pour moi, c'est un paradis fiscal pour les entrepreneurs. Donc, si besoin, hein, comme je vous disais, j'assure la SAV à la fin de cette présentation, n'hésitez pas. Alors, comment on va faire? Alors, j'essaie de gratter. À la base, j'ai 1 heure, je pensais. Finalement, j'ai 45 minutes. Finalement, j'ai 30 minutes. Donc, on va y aller. On ne va pas perdre de temps pour optimiser votre fiscalité et tourner cette fiscalité en un avantage pour vous. Je ne vais pas prendre votre temps à vous présenter des petites choses à optimiser dans votre compta, dans votre fiscal, savoir si on peut faire passer tel type de charge ou pas. Bien sûr, ça c'est important, mais j'ai envie de taper un vrai point sur la table pour essayer d'avoir un vrai impact sur votre fiscalité. Donc, nous allons mettre en place des vraies actions, comme je vous disais, et pas des petites choses. Alors, c'est parti. Première chose, moi, tout ce qui coûte cher en France, j'appelle ça les 4 boulets fiscaux. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que ça peut être. Qu'est-ce qui vous coûte cher en France? Quels sont les impôts qui vous coûtent cher? L'URSSAF, ouais, les charges sociales. C'est ça surtout qui vous fait mal aujourd'hui. Ouais. Surtout dans le BTP, on a un taux d'accident du travail, tout ça, ça coûte cher, quoi. On est d'accord. Impôts sur les sociétés, exact. Donc voilà, on va voir ensemble. Donc j'appelle ça les 4 boulets de points. C'est les boulets, nous on les tire, nous on les supporte. Voilà, c'est les 4 impôts en France qui coûtent cher, contre lesquels on va lutter aujourd'hui. Donc les charges sociales, voilà, c'est la première chose. L'impôt sur les revenus aussi, impôt sur les revenus, impôt sur les sociétés et les frais de succession. Pour moi, c'est les 4 choses qui coûtent cher en France. Et je vais vous partager ce que moi je fais pour éclater tout ça. Voilà. Yes. Est-ce que vous avez envie d'éclater Les 4 boulets de points. Allez, on y va. Donc tout ce qui est ici, en fait, c'est pas du blabla, c'est pas du baratin, c'est tout simplement ce que moi je fais. Donc c'est le fruit de mon expérience, c'est le fruit de ce que j'aime faire. Et donc c'est du pratique. Alors rapidement, je me présente vraiment très rapidement. Donc qui je suis? Je suis parti de rien. J'ai commencé en 2006. J'ai créé ma première boîte, j'avais 25 ans, j'habitais à Dublin. Et j'ai fait un métier, je ne connaissais pas le nom du métier, je l'ai appris après. J'étais média buyer. En fait, j'ai fait de la photo, j'ai créé des sites internet et j'ai acheté des espaces pubs sur Facebook qui se lançaient à l'époque pour les revendre à d'autres entrepreneurs. Il n'y avait pas de concurrence, c'était un système d'enchères comme aujourd'hui. Et donc ça me coûtait 1 centime de dollar le clic, ça ne pouvait pas être moins cher. Et j'ai commencé par ce métier de média buyer, donc en 2006. J'ai créé ma première boîte donc à Dublin. Et ensuite, au bout de 2 ans, j'ai quitté Dublin, je suis revenu en France, j'ai repris mes études pour devenir expert comptable. Et je suis devenu expert comptable. 6 mois après avoir eu mon diplôme, j'ai eu la chance de racheter un cabinet d'expertise comptable. Il y avait 10-12 collaborateurs à l'époque. Ça faisait 1,5 million de chiffre d'affaires. J'ai d'abord observé, puis j'ai commencé à développer.
J'ai aussi, en 2015, un an après, créé un autre cabinet avec un ancien collègue qui avait on avait une vision un peu différente, plus moderne, parce que je rachetais un cabinet qui aujourd'hui a 52 ans, donc avec un peu de poussière, la poussière d'un vieux cabinet, et j'en crée un nouveau avec une nouvelle image, essayer d'être plus moderne. Donc ça, c'est en 2015. Et en 2016, là, je grandis vraiment. Enfin bref, j'ai acheté un fonds de commerce, j'ai acheté des bureaux aussi, j'ai développé mon cabinet. On est passé à l'époque, je pense qu'on est passé à 40 collaborateurs. Et donc j'ai acheté à chaque fois les bureaux pour que je puisse accueillir mes nouveaux collaborateurs. Donc j'ouvre des agences à Neuilly-sur-Seine, à Blanche dans le 9e arrondissement, dans le 1er arrondissement à côté du Louvre. Et j'ai aussi la naissance de ma fille en 2016, donc une grosse année. 2017, je me repose, je fais rien. Rien du tout. C'est aussi pour consolider, c'était ça qui était important. Bref, je pense que quand on fait une grosse croissance, c'est important derrière de consolider. Voilà, 2018, un game changer, j'ai fait une chaîne YouTube qui m'a donné beaucoup de visibilité, trop de visibilité. Aujourd'hui, j'ai arrêté parce que ça me donne trop de visibilité. Et en fait, je suis dans un métier où c'est parfois difficile Enfin, j'ai une déontologie qui m'interdit de grandir trop vite. Donc, je refuse 40 clients par jour. J'ai ma petite chaîne YouTube, vous tapez juste expert comptable Paris si vous voulez sur YouTube et vous me trouverez facilement. 2019, je crée un autre cabinet d'expertise comptable avec 4 autres associés dans le marketing. Je suis toujours associé de ce truc-là, mais c'est plus du tout mon projet. Et en 2020, je crée une première école à destination des entrepreneurs, ça s'appelle Entrepreneur Academy. Et là, je suis en train d'en créer une seconde qui s'appelle Expert Comptable Academy, pour former un peu les experts comptables. Voilà. Et c'est sympa, mais on y va. Allez, on n'a pas beaucoup de temps. Donc je vais vous proposer l'ensemble de ma stratégie personnelle qui me permet, en moins de 10 ans, 10 ans, ça va faire 10 ans que j'ai racheté mon cabinet d'expertise comptable, d'avoir donc acheté des sociétés et des fonds de commerce, d'avoir développé un patrimoine immobilier, 600 mètres carrés de bureaux dans les plus beaux quartiers de Paris, dont une partie est louée à LVMH, c'est pour vous dire le niveau de standing, c'est dans le centre de Paris. J'ai une fille qui a 7 ans et demi, qui est associée. Voilà, ça c'est un point qui est important pour moi, on va en parler. Et j'espère que ça peut vous inspirer. Donc, elle est associée partout, hein, ma holding, mes SCI, partout. Et puis tout ça, avec tout ça, je me récompense. Pour moi, c'est important aussi de se récompenser. On bosse beaucoup, on s'implique beaucoup, on prend des risques. Et c'est important qu'on puisse avoir un retour sur investissement avec de la récompense. Moi, je me récompense avec des investissements exotiques, on pourra en parler aussi. Des investissements qui développent mon business, mais aussi qui me récompensent. Et tout ça en payant 190 € d'impôts. Voilà. Pas fini. Bon, au moins j'ai attiré votre attention. Merci. Alors, non. Par an. Alors après, ça inclut pas les charges sociales. Là, c'est impôt sur le revenu. 190 € d'impôt sur le revenu. Bref, on continue. Donc l'objectif de la présentation, vous l'avez compris, essayez d'éclater ces 4 boulets. Alors le premier, c'est lutter contre les charges sociales. Alors ça peut être un peu basique, mais c'est bien de se le rappeler quand même. Lutter contre les charges sociales. La première chose, ça va être adapter sa rémunération en fonction de votre besoin de rémunération. Si vous avez trop de charges sociales, c'est peut-être que vous versez un salaire qui est au-delà de ce que vous avez réellement besoin. Moi, je me verse un salaire qui correspond à mon besoin. J'ai fait le point il n'y a pas longtemps. Sur les 10 ans depuis que j'ai racheté mon cabinet, mon salaire brut, ça a été de 3 000 € brut par mois. J'ai pas besoin de plus. Et donc, je paye des charges sociales sur le salaire que je me verse, en fonction de mon besoin. Si je me verse un salaire qui est supérieur à mon besoin, je vais payer des charges sociales sur un montant que je n'ai pas besoin. Je vais payer de l'impôt sur le revenu sur un montant où je n'ai pas besoin en fait. Donc, première chose, ça va être adapter sa rémunération en fonction de ses propres besoins personnels. Et après, il y a des choses qui peuvent finalement être payées par la boîte directement, ou il faut adapter. Voilà. Mais identifier son besoin et se verser le salaire qui correspond réellement à son besoin. C'est le b.a.-ba, mais c'est bien de se le rappeler. Après, c'est choisir sa forme juridique. Vous avez peut-être créé votre boîte en SAS ou en SARL. Il y avait une raison. Aujourd'hui, est-ce que cette forme juridique, elle est toujours adaptée à votre situation? Je vous donne mon exemple. Moi, j'ai créé ma holding en SAS, donc je suis salarié de ma holding. J'ai fait ça à l'époque. Je me disais, je vais me verser des dividendes à gogo, à gogo, à gogo. Finalement, je n'ai pas besoin de dividendes. Je ne me les verse pas. Donc en fait, la SAS, ce n'est pas adapté parce que je paye trop de charges sociales sur un salaire en SAS. Alors qu'en SARL, je payerais beaucoup moins. Ok, je n'ai pas les dividendes, pas forcément les dividendes, mais je m'en verse beaucoup moins. Donc là-dessus, il y a une économie à faire sur vos charges sociales. Pas celle de vos salariés, les vôtres. Mais c'est intéressant parce que le taux de charge sur votre rémunération en SAS, c'est 70%. C'est-à-dire que pour que vous ayez 1000 € net dans votre poche personnelle, ça coûte à l'entreprise 1 700 € de vous verser 1 000 € net dans votre poche, avant impôt sur le revenu. Ça, c'est en SAS. En SARL, ça aurait été 1 400 €.
Donc il y a une grosse économie à faire. Moi, je suis en train de transformer ma holding en SARL. Voilà. Donc en tant qu'entrepreneur, c'est toi qui choisis l'impôt en fait. C'est toi qui choisis combien tu veux payer en fait. Parce que tu choisis ta rémunération. Tu choisis la manière dont tu te rémunères. Donc c'est toi qui choisis ta fiscalité, c'est toi qui choisis ta rémunération et tu peux pas, on ne peut pas supporter ça en fait. On ne peut pas avoir l'impression de subir la fiscalité si on choisit nous-mêmes notre rémunération et du coup notre fiscalité. Attention, les dividendes, c'est pas toujours intéressant. Un petit point là-dessus, c'est pas toujours intéressant. Ça dépend de votre impôt sur le revenu, votre taux marginal d'impôt sur le revenu. Si vous payez plus de 18% de taux marginal d'imposition sur le revenu, ça peut valoir le coup de se verser des dividendes. Sinon, ce n'est pas nécessaire. Parce que les dividendes, ce n'est pas une charge pour votre société, donc ça ne réduit pas le bénéfice de votre société, donc ça ne réduit pas l'impôt sur les bénéfices de votre société. Ça aussi, il faut en tenir compte. En fait, vous êtes entrepreneur, il faut réfléchir au global. Votre fiscalité personnelle, la fiscalité de la boîte. Donc, on va adapter votre rémunération en fonction de votre besoin et la manière dont vous vous rémunérez pour que vous puissiez optimiser votre rémunération et donc les charges sociales. Donc, vous choisissez la manière de vous rémunérer, le montant, et donc vous optimisez ainsi votre fiscalité. Attention, si on paye moins de charges sociales, quand même, on cotise moins à notre retraite. Ça, c'est un point important. Mais franchement, moi j'ai 42 ans, la retraite, j'y crois pas trop. Je préfère la faire moi-même, faire des projets de mon côté, pas être dépendant de qui que ce soit et se financer nous-mêmes, nous protéger nous-mêmes pour nos vieux jours et protéger aussi nos proches par la même occasion. Et transmettre, préparer la transmission. On va en parler. Donc, oui, lorsqu'on paye moins de charges sociales, on cotise moins à sa retraite. Ça, c'était très facile. On commence facilement sur les charges sociales. Donc, on adapte sa rémunération à son besoin et on choisit la bonne forme juridique. Okay. Deuxième chose, lutter contre l'impôt sur le revenu. Ça va être un tout petit peu récurrent, mais c'est pareil. Comme on aura adapté notre rémunération en fonction de notre besoin, pour payer moins de charges sociales, on va aussi payer moins d'impôt sur le revenu. Attention, petite carotte fiscale, moi j'aime pas trop, je suis pas trop fan des programmes neufs immobiliers voilà, pour avoir de la carotte fiscale. On perd en rendement. Et puis, on a un boulet, quoi. Finalement, on a des obligations qui sont trop importantes. Donc, attention à ces sirènes. Ça, c'était impôt sur le revenu. Maintenant, on va aller encore un peu plus loin, un peu plus vite, un peu plus fort, les JO. Lutter contre l'impôt des sociétés. Lutter contre l'impôt des sociétés. Donc, première chose, en fait, pour ça, je ne sais pas qui parmi vous fait un prévisionnel. Je sais qu'ils font un prévisionnel pour savoir à peu près où ils vont. Ouais, quelques-uns. Ouais. Ça, c'est un point hyper important. Tout sur un rachat. Ouais, c'est clair. Quand on a un besoin de financement, faire un prévisionnel, c'est indispensable pour avoir le feu vert de la banque. Mais c'est aussi pour vous aider à visualiser où est-ce que vous allez, la direction que vous prenez, mais c'est aussi pour vous permettre d'identifier un potentiel, d'utiliser la trésorerie, d'utiliser votre potentiel pour aller développer un patrimoine, développer des projets. Donc faire un prévisionnel, c'est super important et je te donnerai un lien à partager peut-être pour que vous puissiez télécharger mon outil de prévisionnel que je vous le donne. J'ai une petite vidéo qui va avec pour vous expliquer comment l'utiliser. Moi personnellement, mon prévisionnel, je le mets à jour tous les mois. À chaque fois que je fais ma TVA, je mets à jour mon prévisionnel. Ça m'aide à savoir où je vais, ça me rassure et ça me permet aussi d'identifier que finalement si je continue comme ça, je vais avoir un bénéfice à la fin de l'année. Si j'ai un bénéfice, je vais payer de l'impôt sur les bénéfices. Mais qu'est-ce que je peux faire du coup pour essayer d'éviter d'avoir cet impôt sur les bénéfices? Quel type de dépenses je peux mettre en place? Quel type d'investissement je peux faire pour à la fois développer ma boîte, mais aussi pour alléger ma fiscalité? Mais aussi pour, en plus, développer un patrimoine. Et en plus, du coup, ce patrimoine pour me protéger moi. Et tant qu'à faire, pourquoi pas aussi intégrer mes enfants dans ce patrimoine pour les protéger eux-mêmes et préparer la succession. Donc ça, c'est grâce au prévisionnel qu'on peut se rendre compte qu'on peut faire tout ça. Donc c'est important d'en faire un. Donc ça va être important de réaliser un prévisionnel pour assurer sa pérennité et aussi son potentiel d'investisseur. Est-ce qu'il y en a qui font un petit peu d'immobilier par exemple ici? Ouais. Vous travaillez beaucoup dedans, donc c'est ok. Ok. Donc tout le monde doit posséder un modèle de prévisionnel. Je le ferai partager via Fred pour que si vous en avez besoin d'un, si vous n'en avez pas encore. Et pour mesurer votre potentiel, j'ai envie de faire, pour aller développer un patrimoine, j'ai envie de faire un petit exercice avec vous, un petit cas pratique, un jeu à enjeu, j'appelle ça comme ça. Je voudrais qu'on fasse une petite simulation de votre potentiel en tant qu'entrepreneur à aller faire un investissement qui va vous permettre de réduire votre fiscalité
de développer un patrimoine, d'aider le développement de votre boîte et préparer la succession aussi. Donc pour ça, vous avez sans doute un loyer à payer. Vous êtes peut-être locataire, peut-être propriétaire de là où vous payez un loyer pour vos équipes, pour vous. Si vous êtes locataire et que vous payez à quelqu'un d'autre, ayez le montant en tête du montant de loyer mensuel que vous avez. Je sais pas, s'il y en a un qui veut qu'on prenne un exemple pour lui, on peut prendre un exemple. Donc déjà, première chose, si vous êtes locataire quelque part, ayez en tête le montant que vous payez tous les mois. Si c'est 2 000, 3 000, 4 000 euros, le montant que vous payez. Ensuite, donc ça c'est un potentiel que vous avez pour déjà payer un loyer chez quelqu'un d'autre, notamment payer un loyer pour un bien qui vous appartient. Deuxième chose, votre boîte, elle fait un bénéfice. Ce bénéfice, potentiellement, ça pourrait être une charge supplémentaire que vous allez pouvoir faire supporter à votre boîte. Ce bénéfice, ça pourrait être un loyer supplémentaire que votre boîte est prête à payer. Donc en fait, vous avez le potentiel, avec votre boîte, de payer un loyer à quelqu'un d'autre ou à vous. Et en plus de ça, parce que vous avez un bénéfice, parce que vous avez une marge, c'est de payer peut-être un loyer supérieur. Et pourquoi pas payer ce loyer pour rembourser un bien qui vous appartient. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire un test? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... Ouais, tu veux essayer? T'es locataire quelque part? Je passe en achat, je passe en propriétaire. D'accord, ok. T'es en train d'acheter là. T'en es où? Compromis? Compromis? Je vais noter ce que tu dis. C'est un achat pour quoi? Pour les locaux? Ouais, pour les locaux. Ok. Et on fait les privés en même temps. Ok. Maintenant, on revient 2 mois en arrière. 2 mois en arrière, loyer 500. 500 euros par mois, tu payes de loyer. Ok, top. Donc ça, c'est une première info. Tous les mois, tu as 500 euros de loyer. Deuxième chose, 2024, est-ce que tu sais quel bénéfice tu vas avoir? Tu peux me dire n'importe quoi si tu veux pas le dire. Ou tu as une idée, Si c'est 50 000, 20 000, 100 000. Ah bah avec les investissements, en 2024, on a fait en sorte d'être là. T'écrases le... Ouais. Ok, d'accord. Et tu fais quoi comme investissement, par curiosité? Et bah, on fait les locaux pro via la SCI. Ah ouais, d'accord. Ok, donc tu as déjà fait ce que je suis en train de parler, quoi. C'est ça. Ok. Bah, imaginons que... Donc si on en revient 2 mois en arrière, donc tu n'avais pas encore l'investissement SCI à faire. Donc avant ça, tu avais mesuré un bénéfice. Disons que tu as mesuré un bénéfice, je sais pas, de 50 000 euros sur l'année? Ouais, on avait 62. 62 000 euros. Ouais. On va 60 000 euros de bénéfice. Donc avant de faire l'opération, on se dit, on a un loyer, on paye 500 euros de loyer jusqu'à présent, et on a un résultat, un bénéfice qui est de 60 000 euros, qui est une projection pour 2024. Ça veut dire que finalement, ta boîte, elle peut supporter donc 500 euros x 12, ça fait 6 000 euros de loyer par an, plus potentiellement elle a ce bénéfice avant IS qui est de 60 000 euros. Donc elle peut supporter, si on veut, un loyer qui va aller jusqu'à 66 000. On ne va pas tout consommer, on va laisser un petit peu de marge pour ne pas mettre dans la difficulté de la société. Et donc peut-être que ta boîte, elle pourrait supporter un loyer de, disons, 3 000 euros par mois. Voilà, on est parti sur, on était sur 1780. Ouais. D'autres investissements à côté. Ok. On va dire qu'on va utiliser 3 000 euros de loyer. Tu vois, jusqu'à présent, tu payais 500, mais tu as encore du bénéfice, donc tu peux rajouter 2 500 euros de loyer tous les mois. Donc on va dire que tu as 3 000 euros de potentiel que ta boîte peut supporter un loyer de 3 000 euros. Et la banque, c'est pas comme un investissement en personne physique. Quand on achète en personne physique, on va être bridé par notre reste à charge, tout ça, il va y avoir un plafond en fonction de nos revenus. Là, en société, en fait, la totalité de notre bénéfice, il pourrait être utilisé pour payer un loyer. La banque, elle s'y opposerait pas. Donc on pourrait aller même au-delà si on veut. Vous voyez, on a du potentiel en plus. Mais là, on est raisonnable, j'ai envie de pérenniser, développer votre business. Je ne vais pas consommer tout votre bénéfice. Donc là, on garde 3 000. 3 000, ça veut dire que tous les mois, notre boîte, elle est en mesure de payer un loyer de 3 000 euros. Et de payer ce loyer de 3 000 euros à une autre boîte qui nous appartient et qui, elle, achète un bien immobilier. Donc, 3 000 euros, ça veut, si on fait un emprunt sur du commercial, la banque, elle prête sur 15 ans. Donc, on va retenir raisonnablement 15 ans, ça va être sur 15 ans. Et alors, je n'ai pas pris mon téléphone, mais si vous avez une petite calculatrice, ça veut dire que 3 000 euros de loyer par mois, multiplié par 15 ans, donc ça va faire 40. Tu as fait quoi? Tu as fait 3 000, pardon. 3 000, en fait, il faut faire 3 000 multiplié par 15 ans. Ça c'est une première chose. Multiplier, parce qu'on va retirer les intérêts, au lieu de faire x 12 mois, on va faire x 10 mois. Donc x 10. Donc 3 000 multiplié par 10, multiplié par 15. Ça fait 450 000 euros. Voilà. Donc ça veut dire qu'avec notre société, qui est en mesure de payer 3 000 euros de loyer, voire plus, bah déjà avec 3 000 euros de loyer, on a une capacité d'emprunt de 450 000 euros. Plutôt cool.
Et après, à ça s'ajoute finalement l'apport. On va devoir faire un apport. La banque, elle va nous demander 10-20%. Donc, ce qui peut être un frein, si on n'a pas la trésorerie, ça va être l'apport. Donc, si on n'a pas trop d'apport, on pourra emprunter peut-être un peu moins. Ou alors, dans des conditions qui seront moins bonnes. La banque, elle va nous brider un petit peu. Mais ça veut dire qu'en fait, bah là, je ne sais pas quel montant tu vas nous dire que tu as emprunté. Ouais, ton apport. On a emprunté 180 avec 10 d'apport. D'accord, ok. Donc, tu as fait une opération, c'est bien d'avoir fait ça, tu vois. Tu as un potentiel pour aller encore au-delà. Ça veut dire que peut-être tu peux en faire d'autres derrière si tu veux. Mais tu as ce potentiel-là qui ça vous paraît raisonnable. Hein. On garde du bénéfice. Notre boîte, elle supporte un loyer de 3000. Donc, on a un petit peu de marge. Voilà, on garde du bénéfice s'il y a un imprévu pour 2024. Mais en tout cas, on peut aller emprunter 450 000 euros. Et maintenant, à vous de voir, avec votre situation personnelle, on est tous différents. Mais si votre boîte, elle peut supporter 5 000, si elle peut supporter 6 000, 6 000 par mois, ça, vous pouvez décupler votre capacité d'emprunt. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est un investissement qui va vous aider à continuer le développement de la boîte. Je ne sais pas pourquoi tu le fais pour ça, je pense, peut-être aussi pour écraser le bénéfice, mais peut-être aussi pour continuer le développement de la boîte. Donc ça aide à avoir des locaux plus grands, pour accueillir plus de personnes, pour vous structurer encore plus. Donc ça accompagne la croissance de votre boîte. Mais en plus de ça, ça vous permet de transformer clairement, ça nous fait du patrimoine pour vous. Okay, donc ça vous sécurise pour vos vieux jours. Première chose, on va aller plus loin encore, vous allez voir. Donc ça, c'est pas possible si on ne fait pas un business plan. Si on ne se rend pas compte du potentiel. Tu as fait un business plan pour te rendre compte de ça, pour rassurer la banque, pour le financement. Mais même si vous n'avez pas de projet, faites-le pour vous rendre compte, que ce soit un déclencheur. Moi, en fait, on sous-estime notre potentiel. En tant qu'entrepreneur, on sous-estime notre potentiel à aller développer un patrimoine. Je peux le dire parce que je l'ai fait. Je me suis complètement sous-estimé. La petite histoire, je surveille l'heure. On a jusqu'à quelle heure, Fred? Tu m'as dit jusqu'à quelle heure? Jusqu'à midi? Ok, c'est bien. Ok. Parce que là, j'ai vraiment accéléré les choses. Mais... Ouais. Sinon, après, je suis là. Mais par exemple, j'avais des locaux dans le centre de Paris, dans rue du Louvre, dans le premier arrondissement, et l'équipe, elle s'est agrandie. Et les murs étaient trop petits. On avait 100 mètres carrés, c'était trop petit. Donc, j'étais locataire, j'arrivais à la fin du bail. Je ne sais plus combien de loyer je payais, on va dire que je payais 3000. Je me suis dit, il me faut une surface plus grande. Je regardais les trucs à 150 mètres carrés. Donc 150 mètres carrés, c'était 1 million, 1,7 million, 1,8 million, un truc comme ça, dans le quartier. Et au final, un jour, je tombe sur une annonce, un bien, je faisais 220 mètres carrés, 3 millions d'être vendeur. Ah, c'est vachement cher, mais c'est plus grand. Et c'est vachement bien placé. Et en fait, je l'ai visité, j'ai fait OK, je le veux. Je suis rentré chez moi, j'ai fait un prévisionnel, je me suis rendu compte que ça passait en fait. C'était beaucoup plus cher que ce que j'avais prévu au départ. Mais au final, en faisant mon prévisionnel, je me suis rendu compte que ça passait, que ma boîte, elle pouvait payer ce loyer. Du coup, j'ai fait une offre sans condition suspensive d'obtention du prêt, j'étais sûr de moi, avant même d'avoir vu le banquier, pour emprunter 3,2 millions. Et quand je suis allé voir le banquier après coup, ils m'ont dit on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour vous. Quoi. Ils avaient peur pour moi. Quoi. Ils avaient peur pour moi. Moi, j'avais fait l'offre au prix, hein, j'étais sûr de moi. Quoi. Mais eux avaient peur. Franchement, ils tremblaient. Quoi. Et parce que j'avais fait mon prévisionnel, parce que j'étais sûr de moi, je me suis rendu compte de mon potentiel. Et eux ne l'avaient pas encore eu entre les mains, mon prévisionnel. Donc, ils ne s'en rendaient pas compte. Et au final, ils m'ont prêté. Ils ne m'ont pas prêté sur 15 ans. Normalement, c'est sur 15. Ils m'ont prêté sur 20 ans. Ils sont conciliants. Et ils m'ont prêté à 0,58%. À l'époque, les taux étaient plutôt à 10, mais j'ai eu 0,58% sur 20 ans pour du commercial. Donc en fait, ils se rendaient compte que c'était tellement possible en fait que je le fasse, ce projet-là, qu'ils avaient envie de m'aider à le faire. Et donc ils m'ont donné des conditions incroyables. Voilà. Et en fait, j'avais sous-estimé mon potentiel. Donc à vous d'estimer le vôtre aussi. Et en fait, de faire valoir votre force pour aller développer ce potentiel, développer ce patrimoine. Et en plus de ça, dans ce patrimoine, je vais un petit peu vite, je veux calmer un peu le rythme, mais vous allez voir qu'il y a ma fille qui est associée, j'ai intégré ma fille dedans. Donc je pars d'une feuille blanche, c'est le meilleur moment en fait pour construire l'actionnariat qu'on veut. Donc j'ai déjà anticipé la succession, donc pas de frais de succession. J'ai fait un démembrement. Ma fille, elle est propriétaire en partie en pleine propriété, en partie en démembrement, on va en parler. Et c'est le meilleur moment finalement quand on part d'une feuille blanche de mettre l'actionnariat qu'on veut, dans les conditions qu'on veut, pour préparer déjà la transmission. Bon, je vous rassure, elle m'a aidé pour les travaux, hein, j'ai des photos. Donc en fait, on a un potentiel dingue. On a un potentiel parce que là, vous n'êtes pas venu seul. Vous êtes venu avec votre boîte, vous êtes venu à deux. Il y a vous, personne physique, et il y a votre boîte. Donc ça veut dire que vous êtes deux à pouvoir peut-être cumuler votre capacité d'emprunt pour faire ce genre d'investissement. C'est ce que j'ai fait. Il y a vous, il y a votre entreprise. Et peut-être qu'il y a vous et vos entreprises. Donc ça décuple encore plus votre potentiel. Vos différentes boîtes peuvent payer un loyer. Alors pourquoi pas
cumuler toutes ces capacités d'emprunt. C'est ça qui va faire que vous allez vraiment exploiter votre potentiel. Donc, en exploitant cette capacité d'emprunt, pour moi, c'est une récompense. Je ne sais pas comment vous le sentez si, voilà, quand vous achetez de l'immobilier, si pour vous, enfin, c'est un plaisir quoi, au final. C'est une récompense. On n'a pas gagné la Coupe du Monde, mais c'est quand même, on est heureux quoi. On est bien heureux quoi. Moi, c'est comme ça que je le ressens quoi. Donc, acquérir un bien immobilier, moi, ce qui m'intéresse là, c'est d'aller encore un petit peu plus loin. Je vais vous raconter un peu ce que j'ai fait. Avant d'acheter ce bien là, d'ailleurs qui est loué à LVMH, j'en ai acheté d'autres. Et le premier local commercial que j'ai acheté, c'est un local dans lequel j'habite. En fait, j'ai acheté un appartement d'habitation. J'habite à Paris, un appartement d'habitation, et j'ai passé un accord avec la ville de Paris pour le transformer en partie avec de la commercialité. La ville de Paris et beaucoup d'autres villes en France protègent les habitants et détestent quand on transforme de l'habitation en bureau. Moi, j'ai acheté un appartement en premier étage, une rue relativement passante, mais quand on a un budget à 1,4 million, on n'a pas envie d'être au premier étage, on a envie d'être plus haut, d'avoir plus de lumière et moins de bruit. Donc cet appartement-là, il ne se vendait pas. Le prix il baissait jusqu'à ce qu'il tombe à 1,4 million et là, j'y suis allé. Mais j'ai acheté un appartement d'habitation et je l'ai transformé en partie en bureau. Je lui ai donné de la mixité. Une partie bureau, une partie habitation. J'ai fait de la compensation. Je lance des idées comme ça, de la compensation. L'idée, c'est en fait, grâce à la capacité d'emprunt de ma boîte et grâce à ma capacité d'emprunt à titre perso, en fait, on était deux à pouvoir acheter, à pouvoir emprunter, à pouvoir acheter en fait, à pouvoir payer un loyer. Donc ça veut dire qu'on encaissait, la société qui a acheté le bien immobilier, elle avait deux locataires, moi et ma boîte. Donc elle avait un montant plus important qu'elle allait recevoir, donc elle avait une capacité d'emprunt supérieure pour acheter un bien immobilier. Donc grâce à ma boîte, j'ai pu acheter une grande surface, en l'occurrence 250 mètres carrés, une partie qui est louée à ma société, 180 mètres carrés et 70 mètres carrés pour moi. Si ma boîte ne m'avait pas aidé à acheter ce bien immobilier-là, je ne pourrais pas habiter dans ce bien immobilier. Donc, grâce à ma boîte, j'ai une qualité de vie qui s'est améliorée et qui me permet d'habiter dans un lieu que je ne pourrais pas me payer à titre perso. Ça s'appelle un bien mixte et ça peut être aussi une idée que je vous partage. D'utiliser sa boîte pour s'acheter un bien dans lequel on travaille. Donc là, j'ai une quinzaine de personnes qui travaillent, c'est un espace qui est dédié et une partie où j'habite qui est un espace aussi dédié. Ça vous permet peut-être... Donc c'est intéressant en termes de qualité de vie, mais c'est intéressant aussi en termes de loyer. Parce que sur ce bien-là, j'ai un crédit sur 20 ans, parce qu'il y a de l'habitation, donc c'est sur 20 ans. J'ai un crédit qui est à 7 500 € par mois. Ma boîte, elle paye un prix qui correspond à un prix de marché. Donc elle paye, je crois qu'elle paye 10 200 € de loyer. Donc c'est déjà au-dessus du crédit. C'est un prix de marché. Mais moi, symboliquement, je dois aussi payer un loyer. Je pourrais ne pas le faire parce que finalement, ma boîte, elle a payé tout ce qu'il faut pour rembourser le crédit. Mais je dois quand même le faire parce que c'est une SCI qui m'appartient et qui appartient à ma holding et qui appartient aussi à ma fille. Donc, comme c'est une personne autre, je dois quand même payer un loyer à ma SCI. Mais n'empêche que mon loyer, je l'ai réduit un peu, il n'est pas très élevé. Il est un petit peu en dessous du prix du marché. Mais c'est grâce à la capacité d'emprunt de ma société que je peux habiter dans un lieu comme ça en payant un loyer raisonnable. Et du coup, je peux réduire aussi mon salaire en conséquence. Mon besoin de rémunération, il baisse aussi. C'est une petite idée quoi. Donc, le principe de la mixité à évoquer, je ne sais pas si ça peut donner des idées à certains, mais c'est les loyers des locataires, donc de la société et moi-même, qui sont versés à une SCI qui a emprunté pour acheter un bien immobilier. Et tout ça, c'est possible grâce à la mise en place d'une holding. Je ne sais pas s'il y en a qui ont une holding ici. Ouais, quelques-uns. Ouais. Ah, quand même. Ok. Moi, la holding, il faut la créer le plus tard possible, lorsqu'on a un besoin de financement. Le plus tard possible parce que c'est des frais, une holding. C'est des frais administratifs, de gestion, de temps à passer pour elle. Mais si vous avez un besoin de financement, ça peut être une bonne solution pour vous aider à la financer. Parce que finalement, grâce à la holding, l'argent reste dans l'environnement professionnel. Ça évite de se verser un salaire pour faire d'autres investissements. On pourra creuser ces sujets dans l'après-midi, à table, ce soir, quand vous voulez. Voilà. Avec des conventions de trésorerie, des intégrations fiscales. Voilà, si vous avez des holdings, ça vous fait mal à la tête peut-être, mais... C'est vrai, t'es dedans. En fait, convention de trésorerie. Quand on est une holding, en fait, la convention de trésorerie, c'est quoi? Donc il y a la holding là-haut, qui détient, on va dire, deux sociétés filiales, deux filles. Et en fait, si une fille est votre société d'exploitation, c'est elle qui fait du cash, c'est elle qui en génère, qui en a, elle va prêter l'argent par une convention de trésorerie à la holding, et la holding va prêter cet argent à votre SCI,
qui en a besoin pour faire un apport et pour obtenir un financement. Voilà, c'est ça le principe. Okay, donc on fait circuler de l'argent, c'est un prêt de trésorerie, c'est juste un prêt. Donc il n'y a pas de fiscalité, il n'y a pas d'impôt, il y a des intérêts à mettre en place, mais c'est pas grave, dans votre groupe, un encaisse les intérêts et l'autre les paye, donc ça revient au même. Et on peut prêter de l'argent à une société qui a une difficulté de trésorerie. Exactement, ouais. Elles sont dans le même groupe, il y a un prêt de trésorerie voilà, qui doit être remboursé le jour venu. Hein, mais et puis l'intégration fiscale, c'est quoi? L'intégration fiscale, c'est, je crois que j'ai supprimé les slides. Ouais. L'intégration fiscale, c'est, en fait, donc vous avez cette même organisation, la holding qui est en haut, 2 sociétés en dessous. Imaginons que votre société d'exploitation, elle est bénéficiaire, c'est elle qui vous bossez, elle fait du bénéfice. Votre holding, elle fait du bénéfice. Et votre SCI, qui a acheté un bien immobilier, elle serait plutôt déficitaire. Parce qu'elle a acheté, donc elle a payé les frais de notaire, elle a payé les frais d'enregistrement, elle a peut-être fait des travaux, et en plus elle amortit le bien immobilier. Donc elle est déficitaire, et elle n'a pas encore de locataire. Plutôt que de payer plein pot de l'impôt dans votre société d'exploitation, plein pot là-haut aussi dans la holding, et pas ici, mais en fait on définit un périmètre dans lequel on met les 3 sociétés, et on va calculer un bénéfice de groupe. Donc les bénéfices seront compensés par le déficit de la SCI. Ça, c'est l'intégration fiscale. Ça vous permet d'avoir une réduction d'impôt l'année où vous avez justement, et donc de ne pas avoir d'impôt à payer, donc vous gardez votre trésorerie pour vous, l'année où justement vous allez investir cette trésorerie pour faire un apport pour l'achat immobilier. Donc c'est important, c'est l'intégration fiscale. Par contre, c'est un engagement sur 5 ans, donc il faut voir si ça vaut le coup sur 5 ans. Et on peut le faire avec des associés multiples? Oui, dans les sociétés, quoi. Il faut qu'il y ait, ça dépend où ils sont, mais il faut en effet qu'il y ait des parts, des pourcentages de détention qui soient minimum, qui soient importants. Ouais. Voilà. Attention à la destination, donc ouais, ça c'est le projet mixité, la destination c'est un point important pour vous permettre de... je suis allé un petit peu vite, on arrive déjà à la fin de la présentation, je suis allé très vite. Voilà, ça, en fait l'idée c'est... l'idée c'est d'acheter de la d'utiliser en fait sa société pour montrer à la banque qu'on a une capacité d'emprunt, pour acheter un bien immobilier qui sera mis en location à votre société. Votre société elle a la capacité d'aller payer un loyer plus ou moins important. Donc ça écrase le bénéfice de votre société d'exploitation, ça écrase l'impôt sur les bénéfices, ça vous fait du patrimoine derrière. Et vous pouvez, dans cet achat immobilier, cette nouvelle structure que vous créez qui va acheter ce bien immobilier, qui va emprunter, vous pouvez mettre qui vous voulez dans l'actionnariat. Donc ça, c'est un point intéressant. Et en plus de ça, l'idée en plus, c'est la mixité, c'est de pouvoir peut-être acheter un bien immobilier dans lequel vous allez pouvoir vivre, voir si c'est possible, hein, si ça correspond à votre mode de vie. Ça ne correspond pas à tout le monde. Moi, à Paris, ça me convient bien. Mais c'est un avantage dont on peut bénéficier. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est si vous êtes ambitieux et que vous voulez faire d'autres investissements immobiliers, en fait, vous pouvez tout à fait faire un premier achat immobilier comme on vient de raconter, dire à la banque que vous avez besoin d'un local pour votre société, obtenir le crédit dans ces conditions, acheter un bien. Finalement, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser pour vous. Peut-être que ce bien, vous pouvez le louer à quelqu'un d'autre. Donc vous gardez votre capacité d'emprunt, elle revient au départ et vous pouvez en faire d'autres. Vous pouvez en cumuler. Et ça, c'est pour les plus ambitieux. Voilà. Voilà. En fait, à partir de là, ça va être un jeu d'enfant pour moi d'aller développer un patrimoine et d'alléger sa fiscalité en même temps. Ça devient beaucoup plus facile. Donc ça, c'était plus l'impôt sur les sociétés. Maintenant, sur les frais de succession. Alors, comment j'ai fait pour faire entrer ma fille au capital et comment j'ai fait pour écraser ces frais de succession qui sont très chers en France, hein. Donc, première chose, on part d'une feuille blanche quand on crée une boîte. Donc si vous avez un projet immobilier, si vous avez un projet tout court, en fait, si vous avez des créations de boîtes à faire, en fait, on part d'une feuille blanche. Donc on lui donne un nom, on lui donne une adresse, on lui donne une raison d'exister, un capital social. Mais la répartition du capital, vous mettez ce que vous voulez en fait. On aura tendance à se mettre nous, mais pourquoi pas déjà préparer les enfants. Après, on va pas être là pour leur faire prendre des risques dans une société où il y a peut-être des risques, mais si c'est un bien immobilier qui est patrimonial, qui va se rembourser parce que votre boîte elle se porte bien et qu'elle va pouvoir payer le loyer, c'est pas prendre de risque ça. C'est déjà, ça vaut le coup de faire entrer ses enfants à ce moment-là. Donc feuille blanche, donc on met l'actionnaire qu'on veut, pourquoi pas mettre ses enfants dedans. On va transmettre des choses qu'on ne vendra jamais. Moi, ce que j'ai acheté, ce sont des biens patrimoniaux. Dans le 1er, dans le 11e, dans le 9e, le Valois, c'est que des biens patrimoniaux, je ne les vendrai pas. Si on ne les vend pas, ça veut dire que le jour où on disparaît, on les a toujours, mais en fait, on les garde jusqu'au bout
autant déjà préparer la transmission, donner une partie des droits à nos enfants et garder le reste. Ce qui nous convient, on va le garder. Nous, ce qui nous importe, c'est peut-être de garder les revenus dessus. C'est pour ça qu'on les garde. C'est avoir les revenus jusqu'au bout, jusqu'à notre décès. Et pourquoi pas donner le reste des droits à nos enfants. Ça s'appelle le démembrement. Juste pour rappel, vous avez le droit de donner 100 000 euros par an à chaque enfant tous les 15 ans. Et ça, c'est exonéré d'impôts. Donc, pour pouvoir faire entrer ma fille, moi, j'ai utilisé le démembrement du patrimoine. Démembrement, c'est quoi? C'est, en fait, quand on détient un bien immobilier, ou même quand on détient des parts d'une société, ça fonctionne aussi. Et en l'occurrence, moi, ce que j'ai fait, c'est avec une société. Mais quand on détient un bien immobilier, en fait, on détient le droit de l'utiliser, ce bien, de le mettre en location, d'en toucher les fruits. Et ça, c'est un droit qui s'appelle l'usufruit. C'est ça que vous voulez garder. C'est de pouvoir encaisser les loyers ou pouvoir vivre dedans. Okay, ça, c'est l'usufruit. L'autre droit, c'est de pouvoir détenir le bien et de le revendre. Ça s'appelle la nue propriété. Comme il y a deux droits différents, en fait, ces droits, on peut les mettre sur deux personnes différentes. Vous, encore une fois, ce qui vous intéresse, c'est de garder l'usufruit. Okay, et vous allez donner la nue propriété à vos enfants. C'est ce que j'ai fait à ma fille. On peut le donner sur des biens immobiliers, on peut le donner sur des parts de société. Moi, je l'ai donné sur des parts de société. Et quand on donne finalement qu'un seul droit, bah, sur les deux, donc une partie du droit global, en fait, la valeur réduit de ce qu'on donne. La valeur est plus basse. Donc ça peut rentrer dans les 100 000 euros tous les 15 ans. Enfin, en tout cas, ça nous aide à être exonérés. Et comment on fait pour savoir quelle est la valeur de l'usufruit et quelle est la valeur de la nue propriété? Bah, ça dépend de nous, de l'âge de l'usufruitier. Plus l'usufruitier est âgé, plus il se rapproche de son décès, moins la valeur de ce qu'il détient est élevée. Donc plus on est vieux, alors que ça c'est l'usufruit, ça c'est la valeur de la nue propriété, et le total des deux ça fait 100%, ça fait la pleine propriété. Mais plus on est vieux, donc on se rapproche là des 91 ans, plus ce qu'on détient, on est proche de la mort, bah moins ça a de la valeur ce qu'on détient. Parce qu'en fait, le jour où on disparaît, eh bien, ce qu'on détenait, l'usufruit, vaut rien du tout, vaut zéro, et est automatiquement transféré sur le nu propriétaire. Donc le droit qu'on détient, l'usufruit qu'on a gardé, qui nous a permis d'habiter dedans, qui nous a permis de toucher les fruits du loyer, ce droit il disparaît quand on n'est plus là, parce qu'il nous est propre, et il est automatiquement transféré sur le nu propriétaire, sans frais de succession, sans passer devant le notaire. C'est ça qui est intéressant. Donc on va donner la nue propriété à nos enfants, on garde l'usufruit pour nous, et plus on le fait tôt, mieux c'est. Moi, je l'ai fait la veille de mes 41 ans. Pourquoi? Parce que regarde le barème légal. En fait, tous les 10 ans, le rapport de valeur entre la valeur d'usufruit et la nue propriété évolue. De 10% tous les 10 ans. Donc moi, si on regarde... non, il n'y a pas de laser. Si on regarde... j'ai fait ça la veille de mes 41 ans. Donc la valeur de l'usufruit, quand j'avais 40 ans, c'était 70%. Ce que je garde, ça vaut 70%. Ce que je donne à ma fille, ça vaut du coup 30%. 30% de la valeur globale. Donc en fait, je donne quelque chose qui, quand je serai plus là, vaudra 100%, mais aujourd'hui ne vaut que 30%, parce que je l'ai donné la veille de mes 41 ans. Le lendemain, j'ai 41 ans, ce que j'ai donné à ma fille ne vaut plus 30% de la valeur totale, vaut déjà 40%. Elle a déjà gagné un petit peu, quoi. Et en fait, plus on donne tôt, mieux c'est. Et donc il faut prévoir ça quand on se rapproche de 31, 41, 51, 61. Il faut prévoir et réfléchir à l'opportunité de mettre en place un démembrement. Mieux c'est par rapport à ce qu'on doit régler pour pouvoir faire la transmission, c'est ça? Bah, plus on le fait tôt, plus on peut vraiment bénéficier de l'avantage du démembrement, parce que plus on le fait tôt, voilà, c'est pour être exonéré au maximum. Et même en fait, 100 000 et après c'est 40%, donc du coup le capital global il... Ouais. Même si on dépasse les 100 000, en fait, on va payer des frais de succession sur tout ce qui est au-delà de 100 000. Donc c'est vrai que autant essayer de déprécier légalement la valeur de ce qu'on donne. Moi, plus on déprécie la valeur, donc la base de calcul de l'impôt va être faible aussi. Donc on va payer moins d'impôts. Grâce au démembrement, on peut réduire cette base. Plus on le fait tôt, plus on réduit la base. Au démarrage de ça, au nu propriétaire, tu peux en mettre combien? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il y a un truc qui est important. Quand on donne les droits de nue propriété à nos enfants, quand on donne des parts de société, il faut leur retirer le droit de vote. Le droit de vote, vous le gardez pour vous. Parce que le droit de vote, il appartient au nu propriétaire. C'est lui qui vote. Donc, vous voulez garder vous voulez pas vendre ce bien. Normalement, ce n'est pas vous qui avez ce droit, c'est le nu propriétaire. Mais en retirant le droit de vote du nu propriétaire dans les statuts de la société,
et vous l'attribuez ce droit de vote à l'usufruitier, bah ça vous, non seulement vous avez les fruits, mais en plus c'est vous qui décidez de garder le bien ou de le vendre. Donc ça vous protège vous complètement, quoi. Ah ouais. Ça, voilà. On sait jamais s'il y a une moitié qui arrive dans la famille et qui... Voilà, vas-y. Ouais, c'est long à mettre en place. Non. Non. Alors, je dis ça parce que moi, avant de changer d'idée, il me reste 3 mois. Ouais. T'as le temps. Je l'ai fait beaucoup plus court. C'est pour ça que la veille de mes 41 ans, j'étais chez le notaire pour faire la succession. Le plus long, c'est le notaire. Ouais, moi je pense qu'en 10 jours, ça a été fait. Voilà. Donc il faut le faire, ouais. C'est l'occasion. Quand vous vous rapprochez voilà, des seuils, ça vaut le coup d'y réfléchir. C'est bien, 3 mois, tu as le temps d'y réfléchir un petit peu et de l'appliquer ou pas. Le but du jeu, par contre, c'est d'éviter vraiment de faire prendre des risques à nos enfants. Les risques, c'est de transmettre des choses ou un bien où des dettes vont apparaître ou peuvent apparaître. Parce qu'il y a un prud'homme, parce qu'il y a une incapacité d'aller rembourser un crédit. On va essayer d'éviter de faire prendre des risques à nos enfants, même s'ils sont associés. Parce qu'associés d'une SCI, en fait, les associés d'une SCI sont solidairement responsables et de manière illimitée sur les dettes qui pourraient naître dans la SCI. Donc si vous associez un enfant dans une SCI et qu'il y a des dettes qui apparaissent et que vous ne pouvez pas les payer, bah, c'est vos enfants qui vont les payer. Ils ne pourront pas non plus, hein, mais voilà, on est solidairement responsables. Si c'est des parts de SAS, on est engagé juste ou de SARL, on est juste engagé à hauteur de l'apport, donc le risque est beaucoup plus limité. Voilà. Donc par contre, faire ça, c'est un sentiment de bien-être. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une donation, une succession à vos enfants, c'est vraiment un sentiment de bien-être. Voilà, elle avait le casque de chantier, elle faisait les travaux. Hein. Mais c'est un sentiment, en fait, je ne sais pas si c'est ça qui vous motive. Voilà, moi, ça me motive beaucoup, en fait, pour ma fille. Et en plus, ça permet de ne pas payer ses frais de succession. Donc tout le monde est gagnant, quoi. Moi, ça me fait du bien. Et elle, le jour venu, elle sera contente aussi. Le jour où on n'est plus là, vous savez qu'elle sera protégée, quoi. Ou vos enfants seront protégés. Il y a un pourcentage minimum à mettre sur les dettes des enfants ou pas? Non. 1% pour commencer le truc Ouais, carrément. Ouais. Tu vois, moi, j'étais resté dans les 100 000 euros. J'aurais dû faire plus. Après, c'est déjà fait. C'est bien, c'est déjà fait, quoi. Mais j'aurais pu donner plus. J'ai donné 100 000 euros. Donc, elle a finalement du démembrement, des parts démembrées dans ma holding. Elle a 8%. Donc, elle détient du coup tout mon écosystème, ou quasiment, parce qu'il y a 2 boîtes qui ne sont pas dans ma holding. Et après, elle est sur une SCI qui valait 0. C'était la SCI, justement, emprunt à 3,2 millions dans le centre de Paris, qui est loué LVMH. Bah, en fait, j'ai donné quelque chose qui valait 0. Donc, ça, en fait, la base, parce qu'il y a un crédit en face. J'ai acheté le bien, mais il y a un crédit en face. Donc, les parts de SCI, elles valaient 0. Et du coup, c'est facile de donner quelque chose qui vaut 0 aujourd'hui, parce que du coup, la base de calcul, c'est 0 aussi pour payer la succession. Et en revanche, si c'est quelque chose qui prend de la valeur, bah, c'est intéressant de donner quelque chose qui aujourd'hui vaut 0 ou vaut pas trop cher, alors que demain, ça prendra vraiment de la valeur. Et c'est le cas. LVMH, il me verse un loyer de 21 000 tous les mois. Donc, autant vous dire que rapidement, le crédit, il est remboursé. Et du coup, rapidement, la boîte, elle vaut quelque chose, quoi. Voilà, je voulais vous montrer comment, en tant qu'entrepreneur, vous avez la capacité à la fois à vous récompenser et à développer vos projets professionnels, votre patrimoine et envisager la succession. Donc, on a vu quelques points ici, quelques idées qu'on va pouvoir approfondir si vous voulez, ensemble, pour alléger votre fiscalité. Donc, c'est une chance en fait d'être entrepreneur, vous l'avez provoqué. Donc, essayez d'aller au bout de cette chance en fait. Et essayez d'éviter de subir cette fiscalité en mettant les petits plans d'action que je vous ai évoqués aujourd'hui. Voilà, à vous d'exploiter cette chance-là. Et puis je vous remercie. Voilà. J'ai été un peu rapide, mais je suis à disposition.